Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si cette vidéo sera la dernière de 2022 ou la première de 2023, je ne sais pas encore, ça va dépendre de comment je gère le montage. Donc aujourd'hui je viens vous retrouver en vidéo pour vous parler de Vampiria, donc le tome 1, la cour des thèmes de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc dans ce roman, on est 300 ans après la mort de Louis XIV, parce que ce dernier a réussi à trouver le moyen de devenir un vampire et donc de devenir immortel. Et donc pas mal de noms de la noblesse sont également immortels. Et donc le roman, on est en l'an 299 de Magna Vampiria. Donc on est quasiment en 300, donc 300 ans après la mort de Louis XIV. Et donc, le bonhomme, c'est toujours un règne très cruel où les vampires dominent la population. La population doit évidemment, elle vit le jour et les nobles vampires vivent la nuit. Et donc, on commence l'histoire en Auvergne avec Jeanne Froidelac, qui est une jeune fille qui a 17 ans et qui vit avec sa famille, donc ses deux parents et ses deux frères aînés. Et du jour au lendemain, il y a donc les dragons, qui est donc une branche militaire de l'armée, très cruelle d'ailleurs, et qui donc, suite à apparemment certains moments, il y aurait eu des rumeurs, des trucs comme ça, et en fait, les parents de Jeanne sont en fait des frondeurs, donc comme durant la fameuse fronde, quand le 14 était petit, donc qui tentent en fait tout simplement de renverser le pouvoir en place. Et Jeanne et son frère Bastien vont se réfugier chez la fille du baron du village. Et en fait, tout simplement, la fille du baron, c'est tout simplement, disons ça, son père, entre guillemets, enfin, Bastien, en fait, entretenait une liaison avec la fille du baron. Et donc par la suite, Bastien va mourir, le baron va mourir, et également la fille du baron. Et là arrive tout simplement un personnage du nom d'Alexandre de Mortange, qui est donc le vicomte de Clermont. Et donc Jeanne va se faire passer pour Diane Girdfrisch, la jeune baronne qui est décédée tout simplement. Elle va donc être emmenée à Versailles par le vicomte, et elle va tout faire pour devenir écuyère, parce qu'elle est une pupille du roi. Et donc elle va devenir écuyère et espérer tout simplement tuer le roi et mettre fin à ce règne de terreur. Alors c'est vrai que quand ce livre est sorti, c'est un livre que j'ai beaucoup vu tourner sur Booktube à un moment. Je le vois encore de temps en temps parce que je crois j'ai vu qu'il y avait 3 tomes. Je l'ai vu sur l'application Audible, je vais vous en reparler plus tard. C'est vrai que l'aquarelle me plaisait bien, ce qui était apparemment au règne de Louis XIV. Je n'avais pas en tête le résumé quand je l'ai remprunté à la médiathèque. C'est pour ça que j'ai mis la main comme ça pour pas que vous voyez de la commune, etc. Et donc j'ai dit, je emprunte les 2 premiers. Il faut savoir une chose, c'est que Victor Dixon, c'est la première fois que je lis l'un de ses romans. Il s'est fait connaître il y a quelques années, je sais plus trop, je dirais pas au début de Booktube, mais il s'est fait connaître avec Animalis ou Animalia, je ne sais plus. Mais c'est notamment connaître avec Phobos, qui est donc, je sais pas si c'est une trilogie ou un one shot Phobos. Et après il a écrit d'autres romans comme Cogito, Extincta, je suis désolée. Ouais, il a écrit plein de romans, c'est vraiment un auteur français pour le coup, très, très connu. J'ai vu que son livre a été traduit en espagnol, et que là il a été traduit récemment en anglais, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment la première fois que je lis un roman de Victor Dixon et que j'ai pour le coup beaucoup aimé. L'idée était plutôt géniale parce que quand on connaît Louis XIV, c'est un règne qui a duré plus de 70 ans, et il est devenu roi à l'âge de 5 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Donc même si sa mère qui faisait la régence, il était quand même devenu roi à la mort de son père Louis XIII à l'âge de 5 ans et demi. C'est Louis XV qui est devenu roi à l'âge de 5 ans. Bref, c'était vraiment intéressant de se dire qu'en fait finalement le règne de Louis XIV continue encore en étant immortel et tout. Et franchement, ce qui est intéressant, c'est que le monde est censé évoluer. C'est-à-dire que 1715, on rajoute 300 ans, ça fait 2015. Normalement, si on devait suivre cette logique-là,
2015, au moment où je fais cette vidéo, on est fin 2022. C'était il y a 7 ans. Et en fait, le monde n'a pas du tout évolué. C'est-à-dire qu'on se croit vraiment toujours à l'époque où, bah, début 18e, quand Louis XV est décédé, c'est-à-dire vraiment avec les tenues et tout. On parle notamment des fameux talons rouges. Hein, si vous voyez le portrait de Louis XIV avec les talons rouges et tout. Il y a le tableau officiel de Louis XIV, vous savez, avec ces fameux talons rouges. Très connu, donc tableau très célèbre pour le coup. Et donc, il y a toujours, en fait, quand Victor Dixon parle des tenues, on se croit vraiment plongé à l'époque du règne de Louis XIV, quand il était réellement roi. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, il y a vraiment cette ambiance début 18e qui est encore là. La hiérarchie aussi, le côté entre les différents statuts, l'étiquette. Alors, l'étiquette à la Louis XIV, c'est vraiment une chose assez incroyable parce que c'est l'étiquette en France, jusqu'à la Révolution, enfin les règles de l'étiquette à la française, comme on l'entend, vous savez, la cérémonie du lever, la cérémonie du coucher, enfin il y a vraiment plusieurs rituels, enfin plusieurs cérémonies au fil de la journée. Sous la de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, il la doit, pardon, à Louis XIV, et en fait il y a encore cette étiquette-là, mais un peu différente. Parce qu'il y a toujours cette histoire de la cérémonie du lever, du coucher avec les écuyers et tout. Enfin, il y a toujours des cérémonies, mais qui sont toujours présentes. Mais sauf que là, on parle de vampires hein, quand même. Ce côté qui est c'est toujours très codifié encore. On sent que Victor VII a beaucoup réfléchi là-dessus. C'est très codifié comme à l'époque de Louis XIV sous Sourad. Ça, c'était vraiment assez incroyable. Et le fait que justement, la manière dont parlent les nobles entre eux, c'est toujours très. Vous savez, d'une certaine manière, c'est très codifié. C'est très. Voilà, on parle pas, ils parlent pas entre eux quand je parle avec vous actuellement au travers de la vidéo. Et il y a ce côté où notamment où le fait que Louis XIV soit devenu immortel, c'est un peu un secret qu'il a détenu parce que Victor Dixon ne parle pas exactement comment Louis XIV est devenu immortel. C'est suite à la transmutation. J'ai plus le terme en tête actuellement. Je l'ai pas écrit sur mon script, mais en fait c'est ce qui fait que Lucelle a le secret de comment lui est devenu immortel. C'est ce qui fait que quand vous regardez la carte de la Magna Vampiria au début du roman, voilà, je cherche bien la frontière de la Magna Vampiria, voilà, c'est pas que la France, c'est également certains pays d'Europe de l'Est, donc la Germanie, la Prusse et l'Autriche, et notamment la botte italienne avec l'Espagne et le Portugal. Mais vous voyez, vous avez les Royaumes qui sont le Portugal et tous les autres, comme je dis, enfin, c'est pas l'Italie comme on la connaît aujourd'hui, je précise, c'est vraiment. C'est resté tel quel, mais sauf que ça a bien changé, et même les États-Unis, hein, c'est pas les États-Unis, c'est les vice-royaumes des Amériques. Donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Donc il y a ce qui fait que ça a évolué d'une manière, mais pas. En termes de technologie et tout, on est bloqué en 1715, tout simplement. Mais ça n'a pas plus évolué que ça. Les ambiances de cours, tout ce qui est alliance et tout. Sans ça présente parce que Jeanne doit donc aller, c'est une personne qu'on peut appeler aujourd'hui le tiers état, c'est-à-dire le bas peuple, pour le peuple général. Elle devient en fait baronne, fille de baron plutôt. Comme ça en prenant l'identité de Diane de Guilhetrich. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle doit se faire une place, elle doit se faire des alliances pour vraiment trouver sa place et se trouver des alliés et tout. Et en fait on se rend compte des fois que, comme à l'époque je pense de Louis XIV, tu peux te fier réellement à qui? Parce qu'en effet, comme je disais, je parlais des frondeurs qui voulaient destituer le roi. Donc à qui Jeanne peut réellement faire confiance pour pas de son histoire, à dire en fait le peuple en a marre du joug royal en fait, voilà. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant, c'est de se dire mais est-ce qu'on peut réellement faire confiance à ceux qui nous entourent? En fonction, tu te dis ces personnes-là en termes de sa personnalité, je peux créer une alliance, et tu te rends compte qu'en fait pas du tout. C'est tout à l'opposé, et on le ressent très bien vers la fin du roman. En fait, elle était persuadée que avec une personne qui dit finalement ça va matcher, je peux lui raconter mon histoire et dire enfin, ils se sont retrouvés. En fait, elle lui a pas dit son histoire, je sais plus dans quel sens, mais dans le sens où les deux on se désire de mettre à bas le roi. Finalement, ça n'a pas marché comme il fallait parce que finalement c'était plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, elle se rendait compte que c'était pas du tout le même idéal qu'il embrassait, c'est que Jeanne voulait tuer le roi pour venger ses parents du meurtre ignoble qu'ils ont subi, enfin ses parents et ses frères, enfin sa famille. Il y en a marre de se jouer au roi et tout, et la personne qui a voulu l'aider pour justement tuer le roi, en fait c'était pas les mêmes
les mêmes intentions, c'était tuer le roi, mais pour d'autres raisons qui ne sont pas les mêmes que Jeanne, et en fait la désillusion elle est totale. Moi c'est vrai que je l'ai pas écrit là, je me suis posé la question en préparant le matériel, je me suis dit, je vous parlais tout à l'heure de Louis XIV, Louis XV pardon, et de Louis XVI. Donc le premier étant l'arrière-petit-fils de Louis XIV, son enfant. Moi je me posais la question vis-à-vis de la famille royale. C'est vrai que moi je me pose vraiment... C'est peut-être clair dans l'esprit de Victor Dixon. Comme je vous dis, j'ai commencé le tome 2, j'ai pas fait, même pas commencé le tome 3, donc je sais pas s'il va nous apporter une réponse dans les tomes 2 et 3, j'en sais rien. C'est vis-à-vis de la famille royale. Dans le sens ou même de la noblesse en général, parce que je me dis, est-ce que les vampires... Ça peut paraître contre ce dont je parle, mais vis-à-vis de la reproduction, est-ce que les vampires se reproduisent entre eux? Enfin, ça n'a pas été clairement dit dans le roman si les vampires se reproduisent entre eux, enfin s'ils se marient ou quoi, s'ils peuvent se reproduire, enfin s'ils se reproduisent, s'ils ont des enfants ensemble. Parce que c'est vrai que je vous parlais de Louis XV tout à l'heure, mais est-ce que Louis XV existe dans le roman? Voilà, on ne sait pas. Et c'est ça que je me demandais, est-ce qu'il y a une réponse, est-ce qu'on va avoir une réponse à ça? J'en sais rien du tout. Si Jeanne là-bas, c'est ce côté justement où si Jeanne là-bas, enfin tu le roi plutôt, j'entends abat le roi en ce sens-là, mais est-ce que Louis l'Immuable, pas le 14, Louis l'Immuable a un héritier pour le succéder en cas de besoin? La question, je pense, elle est toute là aussi. C'est un truc qu'en effet, ça n'a pas été soulevé dans le tome 1, mais je crois qu'actuellement, l'occasion ne se présentait pas. Pour ça, pour que Dixon n'en parlait de se dire, bah oui, il a un héritier, mais en fait, c'est que tout le monde sait qu'il y a des frondeurs hein, à Versailles, mais tout le monde dit, c'est les frondeurs, de toute façon, ils crèveront tous, c'est pas la peine. Donc on n'a pas à s'inquiéter pour le roi, mais on se dit, et puis le roi il a ses écuyers aujourd'hui, qui le protègent. Donc on se dit, il y a un moment, c'est ce qui fait que tout est bon pour déjouer les frondeurs ou même les ennemis de la Magna Imperia. On pense possiblement à la Grande-Bretagne, qui est un ennemi de la France. Et donc il y a ce côté, le gars il est, enfin Louis l'Immuable, donc Louis XIV, il est dans le roman, on sent comme ça, il est considéré comme intouchable. Donc on se dit si jamais la possibilité que quelqu'un le bute, c'est improbable. Et on se dit mais si jamais il n'y a pas ce côté si ça arrive, non, ça arrivera pas. Et on peut pas tuer le roi. On croit ça dans le roman. Mais moi je me suis posé cette question là, c'est que au-delà de dire que potentiellement Jeanne va arriver à le tuer ce roi. Est-ce qu'il a un héritier pour le succéder? Telle est la question. Les gens comme Jeanne ou ceux qui sont de classe inférieure, comme les barons ou quoi, eux sont mortels, ils sont pas des vampires, ils doivent quand même donner leur sang, à part les nobles, non vampires. Et on se dit, mais voilà, il n'y a pas cette possibilité de dire que le gars va crever. Donc en fait, on sait pas s'il y a vraiment si les vampires peuvent avoir des descendants ou quoi. C'est vraiment, je crois, un truc un point qui vient de me popper là dans la tête. Mais comme je dis, on verra bien ce que ça donne. Je m'imagine pas mal aussi le roi, un peu comme c'était dit, donc vraiment avec les canines et tout. Je pense que le gars doit être pas mal badass. Mais je pense que dans le sens, c'est plutôt pas mal aussi. Mais dans l'ensemble, reste un roman qui est vraiment à fond. Si vous aimez le règne de Louis XIV, si vous aimez les vampires, c'est une uchronie en plus, je crois. C'est considéré comme une uchronie. Donc c'est ce qui est plutôt top. Mais en tout cas, si vous aimez tout ça, je vous le conseille lourdement. En tout cas, si vous pouvez l'emprunter dans une bibliothèque, médiathèque comme moi j'ai fait, faites-le. Pour avoir un peu avis. C'est trop, je sais trop de les trouver quelque part, mais parce qu'en fait là je connais pas enlever les volets pour voir ce qu'il y a en dessous. Parce que ça vaut, sinon on va à la fond pour les collectionneurs, pour la couverture, parce qu'elle est vachement très belle. Mais en tout cas, si vous aimez le règne de Louis XIV, tout ce qui va être l'effet de commettre un régicide, les vampires, les uchronies, tout ça, je vous le conseille vraiment. Et voilà. Ma chronique sur la cour des ténèbres, qui est le tome de Vampiria de Victor Dixon dans la collection R, est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si vous tente. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cela vous enchante. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.